pense qu'il y a un décalage entre l'expression communauté internationale, qui est vraiment porteuse de beaucoup de perspectives positives et qu'on emploie tout le temps, que les médias emploient toute la journée, et la réalité des choses. Évidemment, il y a une organisation des Nations Unies, même si elles ne sont pas tellement unies, c'est un lieu de rendez-vous. Il y a des liens extraordinaires entre toutes les parties du monde, notamment dans certains métiers, des métiers qui tiennent à l'information, la communication, la finance, les transports, etc. Il y a tout un système multilatéral, précisément l'ONU, mais aussi toutes les organisations spécialisées, avec des centaines de milliers de fonctionnaires internationaux qui travaillent sur ces questions, mais il n'empêche qu'on est bien obligé de constater qu'il n'y a pas encore de communauté internationale des peuples, et que si on prend les peuples un par un, on va prendre des Péruviens, des Japonais, des Finlandais, des Sud-Africains, etc., on verra à l'évidence que les peuples n'ont pas la même vision des choses, ils n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes stratégies, ils n'ont pas les mêmes souvenirs historiques, etc., etc. Donc c'est un peu abusif. Et d'ailleurs, ça a souvent été employé par les Occidentaux, l'expression, et qui un peu dissimulé leur propre vision à travers l'expression communauté internationale. Ils faisaient un peu les ventriloques avec ça. Donc dans un monde où les Occidentaux restent de loin les plus riches et les plus puissants, mais n'ont plus le monopole de la conduite des affaires du monde, ni de la stratégie, il y a les émergents, il y a toutes sortes d'autres forces. Dans un monde où les valeurs, nos valeurs universelles, à l'origine des valeurs occidentales, mais qui ont une vraie dimension universelle aussi, mais sont récusées dans le monde musulman, dans le monde chinois, dans le monde russe ou ailleurs, pour tout un mélange de raisons bonnes et mauvaises, en fait, on est obligé de le constater. La mondialisation n'a pas été si heureuse que ça pour tout le monde, même si elle a sorti de la pauvreté la plus absolue des centaines de millions de paysans asiatiques. Donc ces éléments, je ne les renie pas du tout, moi je ne les récuse pas. Je dis simplement qu'ils sont insuffisants et qu'on n'a pas réussi jusqu'ici à construire les vrais liens entre les peuples et que donc la communauté internationale reste un objectif beaucoup plus qu'une réalité d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt un appel à une mobilisation que je lance. Alors ce qui est frappant dans l'histoire du monde, c'est que les Européens puis les Américains ont dominé l'histoire du monde. Ça ne veut pas dire que les autres peuples n'aient pas leur propre histoire, mais ceux qui ont dominé l'ensemble depuis le début de l'expansion européenne pendant plusieurs siècles. Donc ce sont les Européens, Américains, donc les Occidentaux. Alors après la fin de l'Union soviétique, ils ont vraiment cru être les maîtres de tout, d'où la théorie de la fin de l'histoire. Fin de l'histoire faute de combattants, parce que tout le monde était censé être d'accord sur tout. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est plutôt l'histoire qui s'est remise en marche, et même la crainte d'un clash de civilisation, qui était la théorie d'Huntington en réponse à Fukuyama, est apparue malheureusement comme n'étant pas totalement sans fondement, même s'il y a autant de conflits au sein des civilisations contre les civilisations. Bref, tout ça ne ressemble pas du tout à la espèce de monde apaisé, post-tragique, post-historique que beaucoup d'Européens notamment avaient en tête. Et donc on a un monde qu'on a un peu de mal à définir. Il n'y a pas d'expression qui soit consensuelle par rapport à ça. On voit bien que c'est agité, on voit bien qu'il y a des conflits. Il n'y a pas de mer calme en vue. C'est pas non plus la tempête systématique partout. Les conflits ne dégénèrent pas forcément comme ça avait été le cas au XXe siècle avec les guerres mondiales. Mais on est quand même, si on prend une formule de bateau, on force 5-6 tout le temps, quoi, à peu près partout. Donc ça donne une impression semi-chaotique. Alors c'est peut-être lié, c'est triste à dire, mais on ne peut pas ne pas le dire, c'est peut-être lié au fait qu'il n'y a pas de force dominante. S'il y avait une force dominante ou des forces dominantes, comme pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique qui contrôlent tout et qui essaient de contrôler en rivalité entre elles le troisième monde, le tiers-monde, il y aurait une impression de stabilité, mais acquise au prix d'injustice extrême, naturellement. Ce n'est pas le cas. On est obligé de constater que, comme il n'y a pas de puissance dominante, que les États-Unis ne sont déjà plus ce que j'avais appelé l'hyperpuissance dans les années 90, que la Chine ne l'est pas encore et que sans doute elle ne le sera jamais, et que même les émergents tous ensemble n'y arriveraient pas, ils sont en désaccord entre eux, que les Occidentaux tous ensemble ne peuvent pas se reconstituer autour de ça. Bon, donc il y a un élément d'instabilité, à mon avis, durable, jusqu'à ce que les différents peuples du monde soient assez raisonnables pour organiser ensemble, selon une vieille expression que les Français adorent mais qui ne correspond à aucune réalité aujourd'hui, une sécurité collective. Et là, on est entre les deux, pour certainement longtemps. J'ai toujours été sensible, moi, aux questions touchant à la nature, aux équilibres nature et au fait des atteintes portées à la nature qui mettent
en cause non pas la planète, parce que la planète peut être sans vie en fait, mais la possibilité de vivre sur cette planète depuis très longtemps. Bon, mais je ne m'exprimais pas spécialement là-dessus, en général on m'interroge plutôt sur la géopolitique, mais les choses sont arrivées à un tel point que j'ai pensé nécessaire de tenter dans un essai récent, Le monde au défi, faire le lien entre la géopolitique classique et d'autre part la dimension écologique. Beaucoup de gens ne voient pas ce lien en fait, et les écologistes ne veulent pas qu'on les embête avec la géopolitique, et c'est tout à fait autre chose, et les géopoliticiens, les gens de relations internationales, en général traitent l'écologie comme une question secondaire, pas vraiment importante, même s'ils s'étaient mobilisés au moment de la COP 21, et plutôt parce que c'était un succès diplomatique français que parce que c'était une étape fondamentale pour la prise en compte des données de l'écologie. Il se trouve, pour différentes raisons, que j'ai beaucoup fréquenté le milieu scientifique depuis une vingtaine d'années et que je les ai vus quand même de plus en plus inquiets, pas uniquement, pas spécialement sur le climat, curieusement. Le changement climatique, c'est un sujet sérieux, hein, mais plutôt parce qu'ils additionnent l'effondrement de la biodiversité, sans laquelle il n'y a pas de vie qui se perpétue sur cette planète, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas, on ne peut pas se nourrir, etc. Les pollutions et les nuisances qui atteignent des niveaux insoutenables souvent. Regardez les Chinois qui ne veulent pas sortir dans les villes de certains jours, etc. L'artificialisation des sols, et puis tout ce qui est déchets, tout ce qu'il y a dans les fonds marins, etc. Bon. Multiplié par la démographie. Donc vous prenez ces éléments, plus la démographie, 7, 8, 9, 10 milliards d'habitants, on ne sait pas, plus mode de vie à l'occidental et plus spécifiquement à l'américaine. Un Américain rejette par an 500 fois plus de CO2 qu'un Malien, si on prend des exemples extrêmes, vous voyez. Donc je me suis dit, c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc l'écologie va entrer de force dans les relations internationales. Et ce qu'on appelait un État voyou dans la rhétorique simpliste de George W. Bush, ce qui était fondé sur le fait de vouloir avoir l'arme nucléaire, alors qu'on n'a pas le droit de défier l'Amérique, de ne pas respecter la démocratie, etc. Je pense que le terme va être progressivement employé à propos de pays dans le monde qui ne joueront pas le jeu en ce qui concerne le fait de reprendre le contrôle de l'évolution écologique. La réponse à ça, c'est l'écologisation, mais pas uniquement à coup de taxes et de règlements, même s'il en faut, avec changement des consommateurs, changement des demandes, invention, progrès, bond en avant, bon, écologisation de l'industrie, de l'agriculture, des transports, de ceci, cela, de tout. Donc voilà, j'ai voulu lancer le débat en tout cas. Beaucoup de gens sont plus écologistes que moi, en tout cas estampillés et écologistes. Il ne faut pas le faire avec le sectarisme habituel des écologistes politiques parce que ça conduit à rien. Ils sont soutenus par au maximum 5% des gens, mais il devrait y avoir 90% des gens derrière eux. Donc je pense qu'il faut libérer l'idée de l'écologisation de l'extrémisme et réorganiser un consensus, y compris en économie. Je crois une mutation de l'économie vers l'écologisation. Et là, il y a toute une perspective stratégique et je crois à creuser.